Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'occuper de nouveau d'un PC, ce coup-ci un Ultrabook plus petit. Donc ce PC ne démarre plus et l'information supplémentaire qui m'a été transmise, c'est qu'il y aurait un court-circuit sur le 19 volts. Donc je vais brancher le 19 volts. On va déverrouiller. Et on va activer le 19 volts. Voilà. Donc je vais brancher. On va voir si ça monte en ampérage ou pas. J'ai rien du tout. En tout cas, c'est pas un court-circuit franc sur le 19 volts. Hein. Sinon, ça monterait tout de suite en intensité. Sur le graphe de l'alimentation stabilisée. Bon. À partir de là, maintenant, alimentation, connecteur, il est là. On va passer sous microscope, on verra mieux. Alors, continuité qui m'intéresse. Premier MOSFET. Rien d'anormal. Normal. Rien d'anormal. Et rien d'anormal. Alors maintenant je branche. On revient. Non, toujours 0,3. Alors, est-ce que j'ai du 19 volts? En entrée, je l'ai. En sortie, j'ai absolument rien. Donc, forcément, par la suite, il n'y aura absolument rien non plus. Et là, il n'y a rien. Par contre, continuité. Là, il sonne en court-circuit sur la chaîne résistor pour donner l'état du 19 volts. Donc,
Comme je sais pas, normalement ici il n'y a pas de condensateurs qui sont chargés à ce niveau-là pour le faire sonner. Ce qu'on va faire, on va procéder autrement. Couper l'alimentation. Voilà. On va faire comme ça. On va régler à 1 volt. Et on active. Voilà. 1 volt. Maintenant, je vais voir si on sortit sur la chaîne résistor, si on est bien en court-circuit ou pas. Donc la chaîne résistor, je me remets dessus. Elle est là. Elle sonnait au GND. Et il y a bien un court-circuit. Là, vous le voyez juste au-dessus, sur la caméra du microscope. Je viens sur la chaîne résistor. La chaîne résistance. Je me mets dessus et regardez l'ampérage. 3 ampères. Voilà pourquoi le 19 volts, en fin de compte, il y a un court-circuit sur le 19 volts, mais l'étage d'alimentation, comme l'information, elle est transmise au BQ et c'est coupé au BQ et à l'EC. Ça coupe l'étage d'alimentation pour éviter le gros court-circuit. Mais il y a bien sur l'alimentation 19 volts un court-circuit. Bon. On reprend, on fait une inspection visuelle. Déjà pour commencer. Des fois, ça peut suffire. Sans faire exprès, je tombe là. Je sais pas si c'est... Voilà. Alors, nanana. Ok. Ok. Là. Alors là. De ce côté-là. Pas trop. Mais par contre là. Là, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de grossir davantage. Là, je vois deux différences de couleur sur ce condensateur.
Alors, est-ce qu'il est en court-circuit? Normalement, si je me trompe pas, non. Ça, c'est du 19 volts. Ça doit pas sonner. Et là, plan de masse, c'est pas bon. Là, ça sonne. Et là, ça sonne. Et donc, cette trace-là, en travers, elle me plaît pas. Ça se trouve, c'est pas celui-là le problème. Mais pour moi, déjà, visuellement, il me plaît pas. Bon, allez, on passe sous la caméra thermique. On injecte 1 volt et on voit ce que ça donne. Caméra. Deux volts, 2 ampères 8. Bon. Alors dans un premier temps, le problème, il vient de là. Là, j'ai un condensateur. C'est juste à côté. Moi j'étais sur celui-là, qui avait une trace. C'est pas celui-là. Mais là, a priori, il y a un condensateur. Donc je voyais une trace là, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Celui en bas. Celui-là. Plan de masse. Bien court-circuit. Multimètre, on verra mieux. Enfin bref. 0,4. 0,4. Visuellement, aucun indice de défaut. On regarde à côté de l'autre. Franchement, on voit absolument rien. Bon allez, on le dessoude et on voit ce que ça donne.
Je ne vois absolument aucun défaut. Donc celui-là, visuellement, si j'ai plus de court-circuit, en tout cas, c'était pas visible. Et voilà. On n'a plus de court-circuit. Notre masse 377. Très bien. 377, 400. C'est la valeur qu'on doit avoir sur le 19 volts aussi. Voilà. À la chaîne résistor, juste à côté du premier étage d'alimentation, 19 volts. 397, voilà, je disais 400. Parce que la carte mère elle a été chauffée un peu. Mais voilà. En général, c'est dans les 400. La moyenne, elle est de 400. Il y en a entre 400 et 450. Bon, voilà. Donc, notre coupable, c'est bien lui. Et visuellement, on ne voit absolument rien. Hein. Autant que des fois... on voit, mais là... dans tous les sens... il n'a rien. Et l'exemple parfait, pourquoi il ne faut pas dépasser 1 volt. Hein. Là, vous êtes sur l'étage d'alimentation. Là, si je descends, là, c'est l'entrée. 19 volts, bien sûr. Système circuit logique en interne avec les signaux de référence, température, etc., de Veyron et compagnie. Et étage MOSFET de ce côté-là pour ressortir sur une tension. Là, on a cœur. J'irais vu la taille, je dirais que c'est le 1 volt 50. Là, on a un cœur. Donc, pour moi, 96, c'est les deux mêmes références. Donc, alimentation cœur, 50, et après le GT2. Bon, on va reprendre la vidéo. J'ai dû faire d'autres choses prioritaires avant, donc j'ai laissé un peu de côté. Donc, on termine la réparation de cette carte mère. Donc, on a enlevé ce condensateur qui était en court-circuit. On va le remplacer. Bon, 19 volts, on branche. On va voir si elle démarre toute seule, celle-là. Normalement, oui, je dirais. Mais on verra bien. C'est le cas.
La consommation, elle me paraît très bien. C'est arrêté, elle a redémarré. Normal. Pas de batterie. J'ai vu un pic à 6. Voilà, 6, 500. Et donc, déjà, dans un premier temps, communication. Ça fonctionne. On a un port Thunderbolt. On en profite. On va voir si ça fonctionne. Tant que tout est démonté. Correct. Mais bon, ça clignote. Parfait. Très bien. Donc voilà, c'était pas grand chose. Fallait juste déduire pourquoi le 19 volts se déclenchait pas. Mais là, on avait un court-circuit au niveau de la chaîne résistance qui mettait en sécurité, qui empêchait, qui envoyait un signal avec le BQ et le C pour dire stop, on n'envoie pas le 19 volts, il y a un court-circuit. Par la chaîne résistor, le signal il est envoyé carrément et normalement il doit y avoir un composant ESD de sécurité qui gère ça. Les composants ESD, bon, j'ai pas de schéma, je sais pas lequel il est placé, où il est placé, je veux dire. Mais les composants de style ESD pour protéger, qui sert de protection contre les courts-circuits. Il ressemble à ça. En général, il ressemble à ça. Ça peut être, suivant les cartes mères, un peu plus gros. Mais en général, c'est ce type de composant qui gère les sécurités. Surconsommation ou court-circuit. Et là, ça fonctionne parfaitement au niveau des sécurités. Donc voilà, je la remonte. Je vais quand même regarder l'état de la pâte thermique et la remplacer comme d'habitude. Si ça n'a pas déjà été fait. Parce que je vois plus les sauts de garantie sur le CPU. Du moins le saut de garantie sur le CPU. Sur une des vis. Donc je ne sais pas si ça a déjà été remplacé ou pas, mais c'est pas grave. Je démonte quand même et je regarde. Et si c'est pas fait, on remplace, on remonte. Et on regarde juste après son démarrage, son fonctionnement. A tout de suite. Bon, on arrive à la conclusion de la réparation de ce PC. Au moment des tests, il y a eu deux problèmes. Premier problème, SSD complètement corrompu. Donc, sur des PC récents, comme celui-là, par exemple, CPU i7 10e génération, avec
puce TMP et compagnie pour la sécurité. Un simple changement de fichier log, par exemple, suite à une batterie qui est morte, ou à un court-circuit, et le système il est corrompu, le fichier log de démarrage corrompu, ça démarre plus. Et là vous pouvez aller dans les paramètres avancés. Déjà quand vous faites 3-4 manipulations et que ça veut rien savoir, et que même si vous voulez le restaurer en usine, il vous autorise pas. Après on peut faire des tests en commande DOS, ou ce qu'on appelle aussi le mode terminal sur Mac. Là tout était bloqué. Alors ça c'est le problème des nouvelles générations. Une simple batterie morte, ça peut corrompre le fichier log. Et ce qu'il y a et on va dire les clés qui sont enregistrées aussi dans la puce TMP. Donc vous avez la puce TMP, mais en plus vous avez le BitLocker. Alors quand vous achetez des PC récents, contrôlez s'il est activé. Il y a de fortes chances qu'il est activé. S'il est activé et que vous n'en avez pas besoin, désactivez-le. Parce que si le PC il tombe en panne, une panne grave, pour récupérer les données, ça va être très compliqué. Et si c'est en plus corrompu, là c'est le pire de tout. Là. Donc si vous en avez besoin qu'il soit chiffré, alors enregistrez la clé de chiffrement de 48 caractères obligatoirement sur votre compte Microsoft. Et le mieux, c'est de l'imprimer sur papier. Cette clé de chiffrement, si vous voulez vraiment garder la fonction BitLocker, c'est-à-dire qui chiffre toutes les données sur le SSD. Mais vous avez la fonction BitLocker, et vous avez depuis quelque temps, assez récemment, en plus la puce TMP qui sécurise encore plus les données. Donc là, complètement corrompu, appelez le client qui avait la gentillesse de fournir tous les identifiants, tous les mots de passe de son compte Microsoft pour pouvoir le restaurer. Ne serait-ce que pour pouvoir le restaurer. Parce que vous commencez à lancer l'installation. À un moment, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, il vous demande, il reconnaît le SSD, le numéro du SSD, et à un certain niveau d'installation, il va vous demander votre compte pour pouvoir continuer l'installation. Sinon, vous ne pouvez pas installer. Sauf si vous enlevez le SSD et vous le remplacez par un autre. Où là, vous pouvez faire l'installation complète. Mais avec le SSD original, en tout cas, ça a été le cas avec celui-là, j'ai enlevé le SSD qui était complètement corrompu avant d'avoir les informations du client de ce qu'il voulait faire, savoir s'il y avait des données importantes, etc. Ou si on pouvait refaire une installation. Donc, pour pouvoir faire les tests, voir si tout fonctionnait,
j'ai mis un autre SSD. Et là, l'installation de Windows 11. Windows 11. Et quand vous créez la clé Windows 11, vous avez Windows 11 plus TMP plus Securom. Donc, avec le nouveau SSD, il a bien voulu me faire l'installation complète. Pas de souci. Une fois que j'ai eu les informations du client qu'on pouvait refaire une installation, j'ai remis son SSD. Et là, impossible. Il se bloque. À un moment, vous avez obligation de rentrer soit votre compte, pour pouvoir continuer l'installation, soit créer un nouveau compte. Bien entendu, ce que je n'ai pas fait, puisque on voulait récupérer le maximum d'informations du client. Mais sinon, avec le nouveau SSD, j'avais pas ça. Qu'avec le SSD qui avait déjà eu une installation, je l'ai eu. Donc on a rentré les identifiants. L'installation, elle s'est faite. Donc il a récupéré le compte, etc. Certaines choses. Enfin, pour moi, OneDrive, c'est pas top pour faire de la restauration complète. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont pas revenues. Et puis en plus, OneDrive, quand vous faites une nouvelle installation, vous avez une sauvegarde précédente. Dès que vous avez fini l'installation, vous rentrez vos identifiants. Donc OneDrive va s'activer. Et dès la nouvelle installation, il va resynchroniser directement pour refaire une nouvelle sauvegarde. J'aimerais autant qu'il demande manuellement si on peut faire une nouvelle sauvegarde que de faire une sauvegarde automatique. Peut-être qu'il était paramétré comme ça, mais quand je me suis aperçu, il avait refait une nouvelle sauvegarde. Bon, ça c'était le premier problème. Je vais le démarrer. Il s'allume. Bon, je vais tomber sur l'identifiant. Hop. Mot de passe. Le code PIN. Le même que le client avait créé. Et donc c'est ça. Voilà. Le PC en fonction. Et là, c'est ceux qui sont équipés du pavé. Ils appellent ça pavé tactile intelligent. C'est un écran qui peut afficher la même chose que là. C'est un écran tactile aussi. Et là, vous avez des raccourcis pour pouvoir lancer des applications et paramétrables pour lancer d'autres choses. Là, si vous voulez rajouter une action, compte 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, vous pouvez paramétrer pas mal de choses sur ce pavé tactile. Et vous pouvez même écrire des notes. Voilà. Pour afficher ensuite sur le grand écran. Donc les deux écrans, ils communiquent. Si vous voulez afficher les informations,
comme là, le raccourci paramètres, j'appuie dessus, on a les paramètres. Voilà. Deuxième problème, qui m'étonne pas du tout. Vu le court-circuit qui était sur le 19 volts, je pense que quand il est tombé en panne, quand la panne est survenue, il devait être sur batterie. Je pense, mais je suis quasiment sûr. Il était sur batterie. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une batterie à 99% avec plus de 4 heures avant la fin de la charge. En réalité, la batterie, elle est complètement vide. Zéro. Donc il a une information de la batterie, donc il communique encore avec la platine de la batterie, mais la batterie, elle est totalement vide, elle ne se recharge pas. Mais il indique 99%. Peut-être que la batterie dans les cellules, c'est réel, mais ce qui s'est passé, comme la ligne haute tension, la ligne de tension la plus importante, elle s'est mise en court-circuit. Il y a eu une surintensité qui a dû être très violente. Et la batterie a essayé de compenser. Parce que qui dit surintensité, anormal, dit tension en chute. Et donc la batterie, elle a dû vouloir compenser. Et c'est monté très haut jusqu'à claquer le régulateur sur la platine de la batterie. Donc la batterie, elle est HS à remplacer, malheureusement. Voilà. Donc le pavé tactile, pour certains, ça sera gadget, pour d'autres, ça sera intéressant pour le lancement de choses, d'applications rapides, on va dire, en mode rapide. Voilà. Vous appuyez sur une touche pour revenir en mode pavé tactile classique. Hop. Et là, la souris, pour pouvoir utiliser la souris. Petit PC sympa, l'image elle est belle. Du moins l'image de la dalle, la qualité elle est pas mauvaise. C'est des petits PC qui sont quand même déjà assez chers. Si vous l'achetez en neuf, c'est des PC. Ce PC là, il est encore à plus de 1000 euros. Après, vous pouvez le trouver en occasion, mais de ce que j'ai vu, le premier prix de ce type de PC, il a un peu plus de 1000 euros. On va dire 1000 euros, mais il doit être un peu plus de 1000 euros. Et il y a des versions dans le même genre, ou alors ça peut monter 3 fois plus cher. Donc on l'a récupéré, ce petit PC, le client va être content. Malheureusement, il y aura une batterie à remplacer. Mais au moins, il est réparé, parfaitement fonctionnel. Et il sera 100% fonctionnel une fois que la batterie sera remplacée. Voilà. Et pour vous montrer, vous avez vu 99%. Là,
On le fait pas, mais je vais faire un... Ça va faire un arrêt brutal. Mais pour vous montrer que la batterie, ce qu'elle indique, c'est du grand n'importe quoi, qu'elle est complètement vide. Connecteur, je l'enlève. Il est éteint. Il ne s'allume plus. Parce que la batterie, elle est vide. Au multimètre, si vous prenez la tension, vous avez 0. Voilà. Pour celui-là, c'est terminé. En espérant que vous avez appris des choses. Et à la prochaine.